Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule que j'aurais jamais cru vous montrer sur la chaîne. Je vous explique un peu le contexte. Je suis invité en Belgique pour un rassemblement de mopards. Lieu super sympa, des gens cool, un beau plateau de voitures. Puis je tourne la tête et je tombe sur ça. Une Plymouth Superbird 1970. Une vraie Superbird. Autant vous dire que quand je vois ça, c'est Jordan de 8 ans qui a repris le dessus. J'étais tout excité, je calculais plus rien, plus personne. J'étais dans mon monde pendant quelques minutes, tellement, faut vous dire que ça, c'est une licorne. Même aux États-Unis, que ce soit une Dodge Daytona, sa cousine, sur laquelle je vais revenir après, et cette Plymouth Superbird, c'est des licornes, c'est des voitures qu'on ne voit jamais. Et quand on les voit, c'est des voitures qu'on ne peut pas approcher d'aussi près. C'est généralement sur des salons, sur des podiums, avec des barrières autour. Voilà, c'est tellement inestimable, c'est tellement rare que pour moi, c'était une occasion unique. Donc en tant que fan de mopards, c'est totalement incroyable de me retrouver face à ce modèle et de pouvoir en faire le tour. Parce que vous allez voir que son propriétaire Nick est quelqu'un de quand même très détendu. Pour vous donner un petit aperçu, ça c'est Nick en train de chercher un ami sur le Rasso. Voilà, vous avez un petit peu une idée. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié sur cet exemplaire-là, c'est qu'il n'est pas rutilant. Elle n'a pas été entièrement restaurée comme toutes ces voitures de concours qu'on voit. Celle-là, elle est dans son jus. Nick, c'est une voiture qu'il a achetée en Hollande il y a à peu près 5 ans, qui a été importée du Canada. Et ce qu'il voulait absolument, c'était la garder dans son jus pour garder vraiment cette authenticité qui fait aussi sa valeur aujourd'hui. C'est sa peinture d'origine, elle a ses stigmates, elle a ses petits bobos, ses petites imperfections, mais qui raconte un peu sa vie, un peu son vécu. Et c'est ce qui rend cette voiture encore plus unique aujourd'hui. C'est vraiment une espèce de capsule temporelle, une Superbird qui a vieilli, qui a son vécu. Elle a été assainie, il y a des travaux de fiabilisation qui ont été faits pour en profiter quand même comme une voiture quasiment tous les jours, puisque Nick la roule régulièrement. Il n'a aucun mal à s'en servir quasiment comme une voiture normale. Le petit détail quand même totalement insolent, et là franchement, le mot il est bien trouvé. Vous allez voir qu'à l'arrière, je vous le montre en image, on a juste un attelage sur une Superbird de 1970. Et c'est pas un accessoire, hein. Quand Nick part sur un Rasso, il peut partir en Suède avec cette voiture par la route et atteler une petite caravane derrière. Voilà, quelque chose de très courant en Hollande et en Belgique, mais il s'en prive pas, malgré la valeur et la rareté de cette voiture. Et ça, c'est encore une fois totalement incroyable. Donc, aussi bien la découverte de cette voiture que la mentalité et la philosophie de son propriétaire, c'est des choses que je verrai pas tous les jours. On est entouré de poules, ce qui est assez drôle parce que Superbird, super chicken. Je vous refais un petit peu le contexte. Dans les années 60 aux États-Unis, la NASCAR, c'est une compétition hyper populaire et qui est non seulement très suivie par les spectateurs, aussi bien à la télé que dans les gradins, mais qui a en plus un réel impact sur les ventes des constructeurs américains. Il faut vous dire qu'à l'époque, il y avait un slogan, c'était « Win on Sunday, sell on Monday ». Une voiture qui remportait toutes les compétitions, tous les championnats le dimanche, vendait plus de voitures le lundi. Ça avait vraiment un impact sur les ventes. Ce pourquoi les constructeurs américains s'efforçaient d'être à fond dans cette compétition, de remporter des victoires pour être sûr derrière aussi de vendre des voitures. Et c'est un truc totalement inimaginable aujourd'hui, de se dire que des gens allaient acheter la voiture, en tout cas un véhicule de la marque qui était gagnante le dimanche. Mais je vous dis, c'est toute une époque. Et les voitures se vendaient comme des petits pains. Et il faut se dire qu'à la fin des années 60, c'est Ford qui dominait la plupart des courses de NASCAR. Et tous les concurrents derrière s'efforçaient de trouver des solutions, de développer des nouveaux modèles pour faire face aux Ford Torino, Talladega et d'autres modèles qui étaient imbattables course sur course. Et c'est à ce moment-là que Dodge se met à plancher sur un nouveau modèle, à mettre toute son énergie, toute son équipe pour se dire allez, à la fin des 60s, on va remonter les podiums et on va remporter toutes les victoires. Chrysler va être le number one de la NASCAR. Et ça commence avec la Dodge Charger 500 en fin 1968. La voiture efficace mais pas assez pour battre Ford. On passe alors à l'ultime évolution de la Charger 500 avec la Dodge Daytona, qui est ni plus ni moins qu'une base de Dodge Charger sur laquelle un gros travail a été fait sur l'aéro, avec un gros museau à l'avant qui vient fendre l'air, qui vient réduire la résistance de l'air, un travail sur l'aileron arrière, puisqu'ils se sont très vite rendu compte que cette voiture, avec la vitesse qu'elle prenait, elle avait tendance à se lever du train arrière. Il fallait donc pour ça contrebalancer avec un vrai aileron ultra efficace, et ils ont eu cette super idée de nous pondre cet aileron qui est aujourd'hui une des masterpieces des Dodge Daytona. Cette voiture sort et elle met la misère au Ford. C'est incroyable, cette voiture, elle rafle toutes les victoires quasiment en très peu de temps. Qu'est-ce que va faire logiquement le groupe Chrysler, Le groupe Chrysler qui à l'époque détient les marques Plymouth, Dodge, Chrysler. L'idée c'est maintenant de proposer
la même version de Daytona, reprendre la même recette, mais l'appliquer chez Plymouth, histoire d'avoir toutes les écuries du groupe Chrysler qui gagnent toutes les courses de NASCAR. On en arrive donc à cette Plymouth Superbird, qui est non plus un modèle de course qui est sur base de Dodge Charger comme la Daytona, mais qui est basé sur la Roadrunner, avec, vous allez le voir, quand même quelques petites différences, quelques petites choses à connaître qui ne sont pas exactement comme sur le modèle grand public, la Roadrunner grand public. Petit détail aussi très important qui va marquer l'histoire de la compétition, c'est que la Dodge Daytona, donc la première version de ces Wing Warriors, eh ben, elle va aussi battre un record incroyable, elle va atteindre les 322 km/h sur circuit, ce qui est une vitesse, dites-vous, en 1969, mais c'est juste inimaginable. Et elle va mettre une raclée à la concurrence. Cette Superbird, elle va enchaîner les victoires en NASCAR avec des pilotes de légende comme Richard Petty et sa fameuse Superbird Petty Blue numéro 43, qui va notamment inspirer le King du film Cars. Et celles qu'on a surnommées les Wing Warriors ont tellement pillé le game que la réglementation va évoluer parce qu'en fait, elle rafle totalement la mise et les concurrents sont agacés. Aucun modèle n'arrive à battre ces voitures. La réglementation va donc évoluer à la demande de la concurrence et puisque l'organisation de la NASCAR n'était pas non plus très adepte de ces nouveaux modèles qui pour eux contournaient certaines règles, on va donc interdire à partir de l'année 1900, au cours de l'année 1970, ce type de modification aérodynamique sur les modèles dont les moteurs font plus de 300 pouces cubes. Et ça va sonner le glas des Superbirds. Tout bonnement, ces voitures ont été interdites de compétition parce qu'elles remportaient toutes les victoires. C'est pas ironique ça? Mais avant de continuer les amis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est un vrai soutien pour la chaîne. Parce que l'algorithme YouTube est impitoyable. Donc merci pour le coup de pouce. Et le modèle que je vous présente aujourd'hui a une petite particularité, c'est que c'est pas un modèle de course, c'est un modèle destiné au grand public. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque en NASCAR, pour homologuer un nouveau modèle en compétition, il fallait absolument produire un certain nombre de ces modèles à destination du grand public. Des versions donc civiles. La Dodge Daytona en 1969, ils étaient obligés d'en produire environ 500. Et pour la Superbird en 1970, ils ont été encore plus contraignants sur les règles. Il fallait maintenant produire une voiture pour 2 concessions du réseau. Pour la Superbird et pour la marque Plymouth, ça donnait donc 1920 voitures à produire. 1920 voitures à produire en un temps record, c'était vraiment très contraignant pour des constructeurs. Sachant qu'ils n'avaient pas réellement l'objectif, l'intention de les vendre. Ils faisaient ça surtout pour développer derrière la notoriété de la marque et vendre plus de modèles de la marque, mais pas nécessairement le modèle qui avait couru en compétition. Typiquement, en mettant en avant les Dodge Daytona et Plymouth Superbird, l'idée c'était de vendre des Roadrunner et des Dodge Charger en concession. C'était pas de vendre directement ces modèles-là. Ce qui fait que dans la réalité, les constructeurs n'étaient pas toujours vraiment de très bonne volonté pour produire ces exemplaires. Et vous allez le voir au niveau des finitions, il y a quelques aspects un petit peu hasardeux. Il y a aussi eu quelques magouilles, quelques tricheries de la part des constructeurs pour essayer de produire un peu moins de modèles que prévu. Ces modèles destinés au grand public, si vous voulez, devaient surtout ressembler esthétiquement aux modèles qui couraient sur les pistes. Mais vous allez le voir, la mécanique n'est pas la même. On n'est pas exactement sur les mêmes moteurs, on n'utilisait pas le même carburant. Donc sincèrement, je ne pense pas que cette Superbird vendue au grand public atteigne les 322 km/h, peut-être pas, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais en tous les cas, il y a plein de petits aspects intéressants qui permettent aussi de les différencier des modèles de course. Et vous allez d'autant plus comprendre pourquoi les constructeurs mettaient pas forcément beaucoup d'énergie pour faire de ces voitures des bagnoles vraiment intéressantes sur le plan commercial. La Dodge Daytona, qui a été aussi produite à environ 500 exemplaires pour le grand public, a été un four. Dans les années 68-69, la Dodge Charger, quand elle est arrivée, a été hyper bien accueillie. Ça a été un succès monumental. Tout le monde adorait le design, les moteurs. Et quel intérêt pour ces acheteurs de payer, je crois, environ 300-400 $ de plus pour avoir une Dodge Daytona avec un énorme museau, avoir cet aileron XXL. En fait, aujourd'hui, c'est des voitures qu'on apprécie pour tout le côté aussi collector, pour tout le côté mythe qu'il y a derrière ce véhicule. Mais il faut vous dire qu'en 69-70, ça en concession, les gens adoraient les voir en NASCAR, mais personne ne voulait en acheter. Ces voitures n'intéressaient pas le grand public. Parce qu'en termes de design, ils trouvaient ça clairement que ça faisait kéké en fait, il n'y a pas d'autre mot. Le museau comme ça, avec l'immense aileron derrière, mais pour les gens c'était juste bien pour la course, mais personne ne voulait rouler là-dedans. Ce qui est totalement ironique quand vous pensez qu'aujourd'hui, les gens se tueraient pour avoir ce genre de modèle dans leur garage. C'est vraiment, pour un fan de Mopar, c'est une licorne. Donc ça c'est assez drôle. Et du coup en 69, les Daytona sont déjà pas très bien accueillis par le grand public. Les concessions galèrent à les vendre. Alors quand il faut en produire 1920 des Superbird, globalement les mêmes voitures, encore plus de voitures à essayer de vendre en concession avec des gens qui n'en veulent pas. Bon clairement le constructeur fait ça pour homologuer
mais il n'a aucune intention de les vendre. Alors vous verrez qu'il y a quelques petites différences. Apparemment, ils ont retravaillé l'aileron à l'arrière pour qu'il soit un petit peu plus joli, un petit peu moins too much que les Daytona. Le museau a été un petit peu retravaillé aussi. Ça perd en aérodynamique, c'est censé être plus vendeur. Il y a aussi un peu plus de logo bip bip comme ça dans l'esprit de la Roadrunner pour la rendre un petit peu plus fun. Mais pour autant, ces voitures vont galérer à se vendre. Les concessions vont les avoir sur les bras. Elles vont être obligées pour certaines de les retransformer en Roadrunner, de retirer le museau, d'enlever l'aileron, d'enlever des toits vinyles, de refaire des demandes spécifiques des clients pour pouvoir s'en débarrasser. Et quelques années après, ça devenait des collectors. Non mais vous voyez un petit peu l'histoire complètement dingue qui est autour de cette voiture. Et pourquoi les gens n'en voulaient pas? C'était pas qu'une question d'esthétique, c'était aussi une question pratique. Faut vous dire qu'avec ce museau-là, la voiture faisait dans les 5,60 m, on arrivait sur le gabarit d'une Cadillac avec un porte-à-faux avant de malade, donc voiture très peu maniable par rapport à une Charger qui était pour beaucoup en plus jolie. L'aileron derrière, les gens ne l'assumaient pas. Et puis clairement, quand tu roules en ville, t'as pas besoin d'avoir une aéro de piste, ça n'avait aucun intérêt. Et en plus, apparemment, avec ce museau, la voiture avait tendance à chauffer davantage, puisque tu n'avais pas l'immense calandre, tu n'avais pas le même afflux d'air, et que tu pouvais obtenir quand tu roulais à 320 km/h. Mais là, clairement, en ville, c'était des voitures qui avaient un petit peu plus tendance, malgré le plus gros radiateur, à chauffer davantage. Donc vraiment, sur le plan esthétique et pratique, aucun intérêt pour l'acheteur de l'époque de se pencher là-dessus versus une Roadrunner ou une Dodge Charger. 1935 Superbird aurait été produite à l'époque. On estime qu'il y en aurait environ autour de 1000 encore existantes, mais clairement, je pense que dans ces 1000, il y en a peut-être un tiers qui sont vraiment en état de rouler. La plupart sont garés, sont cachés au fond de garage, dans des coins perdus. C'est des voitures qu'on ne voit plus. Donc, c'est pour vous dire à quel point un véhicule comme ça, en plus roulant dans un tel état d'origine, c'est très très rare. Les Dodge Daytona, elles, ont été produites à environ 500 exemplaires, elles sont encore plus rares. Et que ce soit aussi bien les Superbird ou les Daytona en version MI, bon là c'est encore plus rare. Hein. Je crois que pour la Daytona, on était autour des 135 et ça doit être pas loin pour les Superbird. Donc là, vous allez voir, on a une configuration la plus courante en 440 à carbu 4 corps. On va regarder concrètement à quoi ça ressemble une Superbird 1970 version civile. Alors le premier élément qu'on peut pas louper, comme le nez au milieu du visage, lol, le museau de la voiture, donc qui est vraiment cette particularité qui va transformer une Roadrunner de base en Superbird. Donc ce museau, comme je le disais tout à l'heure, il vient vraiment améliorer l'aérodynamique de la voiture en fendant l'air en deux. Hein, c'est un museau vraiment pointu qui remonte vers l'avant, avec ce choix des phares pop-up en fibre de verre, qui était finalement le choix le plus légitime quand on a cette forme-là pour pouvoir éclairer correctement la route. Ce qui rajoute un petit gimmick sympa à cette Superbird, hein, d'avoir ces petits phares pop-up qui existaient déjà notamment sur les Corvettes à l'époque, hein, donc c'est pas une grosse innovation, mais ça lui rajoute une petite gueule, un petit truc sympa. Ce museau, il va aussi rajouter pas mal de longueur à la voiture. On en rajoute quasiment 46 cm environ par rapport à une Roadrunner classique. Hein. Pour vous donner une idée, là on a un petit peu la démarcation avec la longueur normale d'une Roadrunner. Hein. Dans la Roadrunner, on a la calandre, les phares, tout qui est caché à l'intérieur de la voiture. Et là, on a vraiment ce gros museau qui vient ajouter pas mal d'embonpoint aussi à la voiture, parce que je pense qu'on est bien, quand on voit la grosse pièce de métal que c'est, on doit bien rajouter peut-être 60-80 kg facile, donc c'est pas négligeable, surtout en course. Nick m'a précisé quelque chose que je ne savais pas. Je pensais que les ailes étaient celles d'une Roadrunner 1970. Apparemment, c'est des ailes de Coronet 1970. Donc il y a quand même pas mal de différences. Les hood pins, ce petit détail sympa qu'on retrouve aussi chez beaucoup de muscle cars Mopar, qui permettent de sécuriser la fermeture du capot, puisque la crainte souvent avec ces modèles à l'époque, c'était de se retrouver avec des capots qui s'ouvrent sur la route avec les hautes vitesses qu'on prenait. Et là, ça vient vraiment sécuriser si jamais le loquet, la sécurité là, claque, on se retrouve pas avec le capot sur la tronche, quoi. Donc c'est quand même pas une si mauvaise idée que ça. Ça, les petites écopes qui ont donné lieu à pas mal d'histoires, à pas mal de rumeurs sur leur utilité réelle. Alors soi-disant, l'explication officielle des ingénieurs, celle qu'ils voulaient bien raconter, c'était que ça permettait de laisser un petit peu plus de place, parce que originellement, à la base, sur les modèles de course, il y a un trou en dessous. En fait, ça vient cacher un trou. Et l'idée, c'était de donner un petit peu plus d'espace aux roues dans les courbes sur le circuit de NASCAR, pour pas que les roues viennent frotter le haut de l'aile. Ça, c'était apparemment une histoire officielle pour détourner la concurrence de la vraie utilité de ce système-là. En fait, l'idée,
c'était d'évacuer davantage d'air pour refroidir les freins à l'avant, mais aussi, apparemment, ça avait peut-être des vertus aérodynamiques de laisser du coup l'air s'échapper des passages de roues. Et sur ce modèle, vu que c'est un modèle civil, en fait, c'est purement esthétique. Vous avez vu, il n'y a pas de trou en dessous. Donc c'est juste pour retrouver la gueule de la Superbird de compétition. On retrouve également les Rally Wheels, qui sont les jantes optionnelles typiques qu'on a sur beaucoup de mopards, que ce soit des Challengers, des Chargers. Ici, ça a l'air d'être du 15 pouces, voilà. Ils existaient en 14, mais là c'est en 15. Ce toit vinyle, alors ce toit vinyle, c'est assez drôle parce que on s'imagine pas trouver un toit vinyle sur une voiture de course. Clairement, c'est plutôt un attribut de véhicule de luxe. Eh bien, il y a une bonne explication à ça. Ce toit vinyle-là, il n'est pas ici que pour l'esthétique. Il vient en fait cacher les mauvaises finitions de la lunette arrière. Venez, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir là, il y a quand même pas mal de bricolage par rapport à une Roadrunner classique. Il y a des petites embasses dans tous les côtés. Il y a la lunette arrière qui n'est en fait pas la même. Puisqu'en fait, par rapport à la Roadrunner de base, les différences, on a les ailes à l'avant, on a le museau, tout ça, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas forcément, c'est que la lunette arrière aussi est différente. Elle vient d'un autre modèle pour des questions aussi d'aérodynamique. Et l'intégration de cette nouvelle lunette arrière a impliqué de refaire un entourage en métal, de refaire un socle en métal pour poser cette lunette arrière aux finitions qui n'étaient pas forcément de grande qualité. Et si vous voulez, pour gagner du temps, pour faire de moins belles finitions sur cet entourage de lunette arrière, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on s'emmerde, on fait des finitions dégueulasses et on remet un beau toit vinyle dessus, comme ça personne ne verra rien et on ne se prendra pas plus la tête à passer trop de temps sur ces voitures que les gens ne veulent même pas acheter. Voilà, donc si vous voulez, ce beau toit vinyle n'est là que pour cacher la misère. Comment passer à côté de cette masterpiece en fait? Beaucoup d'entre vous connaissent cette voiture qu'à travers c'est pas un détail, c'est un gimmick tout simplement énorme, cet aileron XXL qui était là, comme je vous l'avais expliqué, pour pas améliorer directement l'aérodynamique de la voiture, mais pour plaquer les roues arrière au sol, puisque cette voiture, avec la vitesse qu'elle prenait, avait tendance à se relever du cul. Voilà, les roues arrière commençaient à se relever dangereusement, et pour éviter ça, pour replaquer la voiture au sol, ils ont fait de longues études pour en arriver au résultat suivant. Il fallait donc un aileron d'une telle taille, d'une telle hauteur, avec une telle inclinaison, pour arriver à maintenir correctement la voiture au sol. C'était pas juste pour le look, pour en faire une voiture iconique, ça avait vraiment des vertus, ça avait vraiment une utilité. Il y a aussi un petit mythe comme quoi cet aileron aurait été placé aussi haut pour permettre l'ouverture de la malle de coffre. C'est totalement faux. En NASCAR, ils en avaient rien à carrer du coffre, c'était accessoire. Chose intéressante, ce fameux mythe du coffre. Est-ce que le coffre passe sous l'aileron? Bon, beaucoup le savent, normalement oui. On va voir en vrai, attention. Eh ben, on ne saura jamais. Puisqu'en fait, il y a une limite, il y a une cale ici pour éviter de monter plus haut. Et en fait, si vous vous rapprochez, vous voyez que, en réalité, ça passe assez juste. Il doit y avoir 1 ou 2 cm avec cette partie-là. Et donc, ils ont rajouté quand même cette cale, cette petite limite, pour, je sais pas, peut-être éviter de se taper la tête en penchant la tête dans le coffre. Mais voilà, vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça donne en réalité. Alors, ça paraît pas comme ça, il paraît très frêle cet aileron, mais en fait, il est hyper solide. Vous voyez, à l'époque, il y a pas mal de photos qui tournaient. Il y a une photo notamment avec 3 nanas qui sont posées dessus. C'est très costaud. Donc, quand vous voyez Nick monter dessus, il sait très bien ce qu'il fait, vous inquiétez pas. L'arrière, on retrouve cet arrière typique des Roadrunner 1970, avec ses feux, comme on dit, Frenchés, qui sont vraiment spécifiques à l'année 1970. C'est la seule fois où on retrouve cet arrière qui plaît à beaucoup de gens, qui fait que beaucoup de gens veulent une Roadrunner de 1970. Et ils s'en cachent pas, tout simplement, puisque cette voiture, elle est vraiment dans son état d'origine. Rien n'a été ajouté. Donc, elle a été vendue à la fois comme une Superbird, mais il te laissait le marquage Roadrunner, voilà, avec tous les logos bip bip qu'on voit absolument partout. L'immense logo ici, Roadrunner Superbird, comme si qu'en fait Superbird était une finition de la Roadrunner elle-même, finition de la satellite. En fait, clairement, l'idée, c'était de surfer sur ce gros succès de la Roadrunner. Là, ils y sont vraiment allés à fond sur la pub, à savoir que là, on n'est pas sur un modèle de course. Historiquement, le gros Plymouth, là, il était sur les modèles de compétition pour que quand vous les voyez rouler sur la piste, on voit bien le nom du gagnant. Pour les gens qui cherchaient la discrétion, c'était vraiment pas la voiture qu'il fallait adopter. On retrouve aussi cette écope qui est spécifique à la Roadrunner 1970, voilà, qui est totalement factice. Elle est juste là pour faire beau. Le profil de cette voiture, à part l'aileron, le museau, les ailes avant apparemment, le reste est celui d'une Roadrunner classique. Et comment ne pas parler de cette somptueuse couleur qui est le lime green, qui faisait partie des High Impact Colors, une poignée de couleurs qui était proposée en concession et qui était très flashy, très visuel et hyper populaire à l'époque des muscle cars. Donc c'est encore plus sympa
d'avoir cette Superbird dans cette couleur iconique des muscle cars Mopar de cette époque, puisque je sais qu'elle existait aussi dans les couleurs plus sobres, hein. Il y en a eu des blanches, il y en a eu des noires. Mais alors là, franchement, Superbird 1970 en lime green, ça en jette quoi. Sur cette Superbird 1970, on est sur 5,60 m de long pour environ 1,94 m de largeur. Ça fait quasiment quarantaine de centimètres de plus qu'une Roadrunner. Là, on arrive vraiment sur le gabarit d'une grosse berline Cadillac. Pour une muscle car, ça commence à faire beaucoup. Et au niveau poids, on est aussi pas très loin finalement d'une grosse berline Cadillac, hein, puisqu'on serait aux environs de 1750 kg dans cette configuration avec le 440 et la boîte manuelle 4 vitesses. Et on retrouve un intérieur plutôt bien optionné de Roadrunner 1970. J'adore le dessin de ces sièges, il est vraiment super beau comme ça en sky noir là, ces petits bourrelets, cette petite forme de bucket seat optionnel, puisque je sais plus si elle existait en banquette cette voiture. En tout cas là on a ces jolis sièges séparés typiques Plymouth de l'époque, un bel intérieur tout en sky noir, vraiment très joli. En termes de finition, en termes de détails, ça reste quand même assez sobre. Il n'y a pas trop de faux bois, pas trop de chrome, parce que je vous rappelle qu'on est sur la Roadrunner qui est à la base un modèle assez populaire. Et là, c'est une configuration plutôt sobre, mais qui a bien vieilli. Les garnitures, par rapport à beaucoup de voitures américaines que je vous ai montrées, elles sont quand même très sobres. Voilà, on a une partie un peu en métal brut au-dessus, on a un petit peu de sky, un peu de chrome, mais ça reste quand même peu chargé par rapport à d'autres modèles que je vous ai montrés. Ah les amis, je suis au volant d'une Superbird 1970. Qui l'aurait cru? C'est l'intérieur d'une Roadrunner 70 classique, comme je vous le disais, hein. C'est assez sobre à cette époque. Au niveau finition, au niveau qualité de fabrication, c'est plutôt moyen, ça s'améliore les années qui suivent. En termes d'ergonomie, c'est pareil, c'est pas le top. Les boutons ont globalement tous la même forme, on cherche un petit peu les commandes. C'est pas le plus ergonomique qu'il y ait eu. On retrouve un volant typique années 60, qui sont finalement les derniers volants qu'on va avoir avec la petite jante chromée dédiée au klaxon. C'est quelque chose qui va disparaître dès le début des années 70, donc un petit gimmick sympa encore de cette période. On a une instrumentation sur cette Superbird très complète, hein. Comme vous pouvez le voir, on a un joli contour avec l'horloge au centre, le compteur en miles, on a la jauge d'essence, on a la température d'eau, la pression d'huile et la tension de l'alternateur. C'est quand même très très complet pour une voiture de cette époque et notamment très judicieux pour une voiture à vocation un peu sportive. Donc ça c'est cool, c'est quand même, ça nous permet de bien contrôler l'état de santé de la mécanique. Et une autre petite subtilité de ces Roadrunner, c'est qu'on a un compteur de vitesse qui est gradué à 150 mph au lieu des 120. Les commandes de chauffage, alors typique Mopar de cette époque, hein, ça fait un petit peu cheap, c'est pas forcément très ergonomique, très bien fichu. L'autoradio AM, je pense, d'époque, ça c'est sympa, il n'y a pas eu de modif là-dessus. Ça c'était encore les restants des débuts d'une norme de sécurité, hein, des parties un petit peu moussées en cas de choc avec la tête pendant un accident. Et un des éléments que vous n'avez pas loupé si vous êtes des amoureux de Mopar, c'est ce pistol grip. C'est légendaire le pistol grip, c'est vraiment un aspect qui va parler à beaucoup de fans de Mopar. Et qui dit pistol grip dit boîte manuelle 4 vitesses. Donc vous avez déjà une idée de ce que ça va donner sur la route. Mais on a quand même une très belle config en 440 et boîte manuelle pistol grip. Regardez-moi ce travail, regardez-moi ce niveau de finition. En plus, ça fait vraiment solide, ça fait pas cheap. On a vraiment une bonne prise en main. On sent quand même une certaine qualité de fabrication. Ça fait costaud. Voilà, c'est très joli. Et ça vient rajouter un petit peu à la légende de ce modèle. Ce qui est d'autant plus appréciable avec une muscle car Mopar, muscle car tout court même de cette époque, c'est que c'est pas des voitures de célibataires. Ça veut dire que tu peux aussi en profiter si tu as des amis, si tu as des enfants, des neveux. Et tu as quand même une généreuse banquette 3 places à l'arrière. Tu peux te taper une course, te taper un 400 mètres avec les gosses derrière, quoi. Ce que j'apprécie d'autant plus sur cet exemplaire qui est vraiment conservé dans son état le plus d'origine possible, c'est que ça continue aussi dans le compartiment moteur. On a vraiment la configuration d'origine, d'époque, du 440 Super Commando, hein, avec la bonne gamelle qui va bien, les doubles snorkels, les petits câbles d'allumage, les durites, avec même
les marquages d'origine d'époque, hein. C'est pour vous dire aussi le niveau de puriste du propriétaire. Le moteur V8 440 si cher aux fans de Mopar dans sa version à carbu 4 corps qui est donné pour 375 chevaux. Il existait aussi dans une version 6-pack avec 3 carbus de corps qui était donnée elle pour 390 chevaux d'époque. Je vous rappelle, c'était des chevaux bruts de l'époque. Mais cette voiture était aussi proposée avec le mythique moteur 426 MI dont je vous ai parlé 2 tonnes de fois, qui a quasiment autant de pouces cubes que de chevaux, soit environ 425 chevaux. Mais l'avantage avec cette version-là, c'est que non seulement, bon, il y a déjà pas mal de quoi s'amuser, mais en plus, on a un modèle quand même très simple d'entretien, très simple à régler, toutes les pièces sont accessibles, donc ça restait quand même une voiture un petit peu de course, mais qui n'est pas comme une vieille Ferrari ou plein d'autres voitures de collection un petit peu sportives, puisqu'on reste sur des coups de pièces, sur une facilité d'entretien, mais du même niveau qu'une vulgaire Chevrolet Caprice des années 70, quoi, en gros. Voilà, la partie intéressante, là encore une fois, c'est que vous vous rendiez bien compte de la distance qu'il y a entre le nez de la voiture et le moteur. Là vraiment, aujourd'hui on pourrait dire que tu as une zone de déformation en cas de crash qui est juste énorme, mais c'est assez drôle. Et puis là vous voyez un petit peu les adaptations qui ont été faites par rapport à la Roadrunner. Je pense pas qu'on ait le même genre de pièces, le même type d'entretoit, ça a dû être développé uniquement pour cette voiture, pour pouvoir raccrocher le museau, mais vous voyez qu'il y a vraiment un bel espace vide ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement au modèle de course, on a quand même quelques petites options de confort, hein. Notamment la pompe de direction assistée qui est juste ici, hein, qui est vraiment une option de confort dont on se passerait quand même pas sur une voiture de presque 1,8 tonne. On a également l'assistance de frein, donc le Mastervac qui est juste ici, hein, qui va apporter aussi un peu plus de confort au freinage, mais qui était aussi proposé sur les modèles de course. L'idée, c'était quand même de les rendre un petit peu plus civilisés et quand même, très important, le klaxon bip bip, comme j'ai sur ma Roadrunner 1971, puisqu'on a quand même une base de Roadrunner, donc ce fameux bip bip. You can do the bip bip. Et son propriétaire vient de me le préciser, mais cette couleur que j'aime tant et que vous êtes nombreux à apprécier sur ces Mopar, donc le lime green, c'était 7% de la production. C'est donc une couleur vraiment pas courante sur ces Superbird. Et chose importante aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas non plus forcément les mêmes puissances que les moteurs de compétition. Voilà, même le MI, il y a la version civile, il y a la version course, donc on n'aura pas exactement les mêmes performances. Il y a des pièces internes qui sont différentes, il y a un carburant de compétition qui n'était pas le même, donc il faut prendre en compte aussi le fait que c'est un véhicule avec lequel on n'atteindra pas forcément les 322 km/h et on ne trouvera pas les mêmes perfs. Mais on n'en est quand même pas loin et je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser, surtout en boîte manuelle 4 vitesses. Bon les amis, je sais pas si vous allez m'entendre avec le son que sort ce V8 440. Wow. Les amis, c'est incroyable. Oh là là, le retour de flamme, incroyable. Wow. Impressive. Wow, 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 wow. Alors les amis, je suis assez étonné. La suspension est assez smooth, un peu plus ferme que la moyenne, mais quand même smooth pour une voiture de compétition. Ça envoie grave et je l'aménage. Vous verrez des images de Nick qui roule plus fort. Et là, je suis en 4e. Ça gueule, c'est incroyable. Oh là là, et le retour de flamme, mais c'est une mitraillette. C'est impressionnant, les amis. Elle est très très efficace. Je suis assez choqué. Je ne m'attendais pas à ça. Donc là, je suis en 4e, je vais redescendre en 3e. Oh, le bruit! Oh, le son, les amis, c'est incroyable! Ça, c'est impressive! Waouh, waouh! Oh là là, les amis, c'est impressionnant! Impressionnant les amis, il y a un son, il y a des sensations au niveau confort, on est vraiment pas mal, on est comme dans une Roadrunner classique, les impressions sont folles, la boîte se manie super bien, l'embrayage est très haut, c'est un petit coup à prendre, il faut vraiment bien le relâcher pour qu'elle parte, mais quand elle part c'est un missile, vraiment c'est un coup de fusil à chaque passage de rapport, c'est impressionnant, yes. On reste en 3e parce que c'est une voiture qui a beaucoup de couple à bas régime, il n'y a pas besoin de le réduire de beaucoup. Yes, that's a second.
résonance, c'est impressionnant. Tout fonctionne comme au premier jour. Elle a une puissance, une patate, les amis, c'est impressionnant. C'est intimidant en fait. La direction, elle est plutôt précise, bien assistée. Les freins, ils répondent très bien. C'est ouais, ça fait longtemps que je m'étais pas pris un coup de pied au cul pareil avec une Mopar. C'est assez incroyable. Elle n'aime pas être conduite doucement, il faut quand même tirer un peu sur les rapports. À la première, la deuxième, faut y aller quoi, faut bien lâcher l'embrayage. Une fois qu'on s'y fait vraiment, encore une fois, c'est pas une boîte de Mustang les amis, hein. On s'y fait très vite à cette boîte manuelle. Et c'est vrai que ça pousse à conduire fort, contrairement à une boîte auto, on a plus envie de la pousser parce qu'on sent qu'elle demande que ça en fait. C'est une voiture, elle apprécie pas trop la conduite cool. Voilà, elle invite quand même à pousser. Oh là là, le coup de pied au cul. Ah, c'est génial les amis. C'est un moment magique que je vis parce que conduire une Superbird comme ça sur un tel terrain, la voiture est super stable, elle est assez sécurisante à conduire. Oh là 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 là. C'est génial. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment. J'ai conduit une Superbird 1970 en 440. Et puis quand on roule cool comme ça, ça reste quand même assez confortable. La suspension n'est pas trop ferme, on est bien installé. C'est plutôt cool, voilà. C'est des voitures qui ont deux visages. On peut rouler cool, mais quand même en boîte 4 comme ça, tu es incité à y aller et à la pousser dans ses retranchements. Que vous dire d'autre que j'ai essayé une Superbird. C'est un rêve qui vient de se réaliser en tant qu'amoureux de voiture, en tant qu'amoureux de Mopar. C'était vraiment un moment magique. Moi qui adore cruiser dans des grosses berlines de luxe, elle m'a rappelé à quel point j'avais peut-être pas assez goûté à de la muscle car un peu extrême. Et vous savez quoi ? Maintenant, j'ai envie que d'une Mopar avec un pistol grip. Je pense qu'à ça depuis la vidéo. J'ai conduit une Superbird, qu'est-ce que vous voulez de plus? Si vous en cherchez une, va falloir être patient et prévoir un bon petit budget. Après, je peux toujours vous trouver des muscle cars plus abordables via ma société Rambler. Je remercie encore très chaleureusement Nick pour son accueil royal. Et je leur dis, mais je trouve ça tellement génial qu'il utilise sa Superbird comme elle doit l'être, comme elle l'était à l'époque. C'est pas une voiture sous cloche, c'est une voiture qui vit. Une voiture dont il profite vraiment. Nick fait partie du club Savage Speed Nation qui a organisé le fameux rassemblement Moparty 2024 où j'ai découvert cette Superbird. Moparty, c'est un événement belge consacré à toutes les voitures anciennes du groupe Chrysler, dans un cadre vraiment sympa. Et chose assez rare pour le préciser, il y a aussi une aire de jeu pour enfants, donc c'est family friendly. Si ça vous tente, rendez-vous le dimanche 24 août 2025 pour la prochaine édition de Moparty. Je vous mets plus d'infos en barre de description. Et sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Salut!